Ok, donc encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver à travers donc ce webinaire consacré donc aux méthodes statistiques, notamment donc tout ce qu'il y a comme éléments relatifs à l'analyse statistique, partant donc des logiciels de collecte des données ou logiciels donc de traitement et d'analyse des données. Comme initié, je pense que déjà à travers donc les premières séances qui ont débuté donc la semaine passée sur les différents webinaires, qui consiste donc à faire un zoom, donc une généralité sur les différents modules qui sont abordés donc dans le cadre des formations dispensées par le cabinet de formation et d'ingénierie et de conseil, notamment CEFIC Eden. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur l'aspect relatif donc à la généralité sur l'analyse statistique. Entendons donc par généralité tout ce qu'il concourt donc dans les méthodes de collecte des données dans un premier temps, les méthodes d'analyse des données, mais également aussi et surtout les logiciels qui sont utilisés donc à cet effet. Je suis Suleiman Oudraogo, je suis statisticien démographe, je suis assistant de recherche à l'Institut supérieur des sciences de la population, Burkina Faso. Dans ce module, normalement, il y a deux facilitateurs, donc moi et M. Sani Abdul Razak, je ne sais pas s'il est là déjà, qui lui également aussi est statisticien démographe, actuellement. Je suis là. D'accord, super. Donc, il est là, je Oui, vais se présenter avant. d'accord. Donc, moi, je suis Sané Abdul Razak, statisticien démographe, actuellement doctorant à l'université Gustave Eiffel. Donc, je travaille essentiellement sur les méthodes statistiques et le domaine aussi de l'intelligence artificielle avec l'application en démographie. Donc, comme Monsieur Edraogo l'a dit, j'interviens également dans cette formation avec sur essentiellement les modules en lien avec les logiciels statistiques comme R et Python. Donc, je pense qu'on va revenir là-dessus plus loin. Donc, Monsieur Edraogo, je vous passe la parole à moi. D'accord, merci bien, Monsieur Sani. Ok, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je pense que Dr Agbodo Senji doit être là. Je ne sais pas si lui également voudra donc se prononcer avant qu'on commence. Toi, vous êtes là? Oui, mais avec une connexion très instable, donc je m'excuse déjà. Je ne pourrais pas vous suivre de bout en bout. Ok, Je suis un peu sous-bloqué, c'est un peu difficile pour moi d'intervenir. d'accord. Laissez poursuivre. On va faire comme les dernières fois, consacrer environ 1h30. Peut-être pour votre cas spécifique, aller jusqu'à 2 heures pour votre intervention et réserver environ 30 minutes pour les éventuels échanges. Donc, en tout et pour tout, on va continuer la séance sur 2h30. Bon, tout dépendra du nombre et de l'intérêt. Peut-être qu'il peut montrer la chose s'ils sont disponibles. Comme c'est un module un peu lourd et comme vous êtes deux, on peut tolérer jusqu'à 3 heures maxi si les gens ne sont pas fatigués. Donc, c'est depuis que je peux dire, je vous laisse l'antenne. D'accord, et très bonne suite à vous. Merci bien. Et je profite de rappeler juste l'enregistrement de la séance. Oui, je pense que c'est déjà lancé. D'accord. Bonjour docteur. Bonjour docteur, excusez-moi. J'ai juste ouvert le micro pour signaler mon indisponibilité parce que je suis dans un véhicule en mouvement vers le sud du pays, donc je ne peux pas assister. Oh là là. Donc je vais bénéficier plutôt de l'enregistrement plus tard, mais pour le moment je suis occupé, je suis en mouvement dans un véhicule, donc je ne pourrai pas suivre. Alors, nous allons encore demander à l'ensemble des participants. Ok. Allô. Oui. Monsieur Narayam. Oui. De garder les micros et caméras fermés par défaut. Ok, d'accord. Vous me saisissez quand même, non? Juste m'excuser auprès de vous parce que je ne peux pas suivre avec vous aujourd'hui. Oui, je suis dans un véhicule. Oui, c'est bien noté, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez fermé votre micro près des échos. Voilà, merci bien. Ok.
D'accord, donc je pense que ce que Dr Fiacre était en train donc d'expliquer, c'est ce que je disais tantôt. Donc veuillez à garder donc le micro fermé pour ne pas donc créer d'interférence pendant donc la prise de parole. Également et surtout aussi la caméra, parce que il se peut que par inadvertance votre caméra soit active ou peut-être que vous l'ayez activée sans vous en rendre compte. Et étant donné donc que la séance est enregistrée, ce n'est pas agréable donc voilà que vous paraissez donc dans la vidéo. Alors si ça ne comporte pas peut-être d'image voilà plus ou moins confidentielle, il n'y a pas de souci. Mais bon, si on est à la maison et qu'on suit le truc, il se peut qu'à un moment donné peut-être que voilà on opte donc certaines pratiques qui ne sont pas donc intéressantes que donc de les voir donc de façon en support vidéo sur les différents donc voilà supports. C'est pas très intéressant. Alors, ceci étant, c'est vrai que à un moment donné donc après notre présentation, notre première présentation, la parole donc sera donnée donc à qui voudra donc la prendre. Donc pour ce faire, il faudra tout simplement lever la main. Vous allez regarder donc au niveau donc de la barre des icônes en bas, il y a une main levée. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça donne un signal sonore, mais également aussi une indication qui montre donc que vous voulez intervenir. On vous donne donc la parole et ensuite donc vous prenez la parole. Donc une fois que vous terminez, vous baissez donc la main afin donc que quelqu'un d'autre puisse passer. Voilà. Alors, je le dis pour d'autres ici à travers le nom, donc on se connaît bien déjà. Voilà, à l'instar donc du docteur Doupierre, soyez les bienvenus. Également aussi Monsieur Biavogui et pas mal donc d'anciens participants donc qui sont là. Donc à eux, soyez les bienvenus également aussi aux nouveaux, soyez les bienvenus. Il se peut que vous soyez peut-être nouveau avec moi, mais pas avec Monsieur Sané ou encore d'autres formateurs parce qu'il y a pas mal de logiciels ou encore de modules qui sont dispensés dans le cabinet de formation. Alors, veuillez m'excuser un instant. Allô? Ok, désolé, j'avais malheureusement eu un appel qui a perturbé la connexion. Donc, j'ai dû donc me reconnecter. Ok, nous allons donc débuter avec la présentation donc relative à ce point sur les généralités liées à l'analyse statistique. Alors, dans ce module, nous allons essentiellement aborder 5 points essentiels, notamment donc la première, qui va donc se focaliser sur l'aperçu des différentes techniques d'échantillonnage. Parce qu'en réalité, dans le processus donc de l'analyse des données, le premier pas ou encore la première étape, c'est d'abord mettre en place un processus de collecte des données. Donc, ce processus de collecte des données va donc se faire à travers un groupe d'individus. Et ce groupe d'individus est déterminé donc par des techniques qu'on appelle ici donc techniques d'échantillonnage, consistant donc à sélectionner de façon convenable et en respectant donc tous les critères scientifiques et techniques pour avoir donc un échantillon qui va répondre bien sûr à notre étude. Le deuxième point va se focaliser donc sur les notions relatives à la collecte des données d'enquête. Alors, sur ce point, nous allons discuter sur les différents outils qui sont utilisés, mais également aussi des techniques qui sont utilisées dans le cadre donc de la collecte des données. Partant donc des anciennes méthodes qui se consacrent donc sur la collecte des données avec les supports papier, jusqu'aux nouvelles méthodes avec l'avènement aujourd'hui de nouvelles technologies d'information et de communication qui ont facilité donc pas mal d'opérations, notamment celle de la collecte des données, qui peut donc se faire à travers les outils électroniques tels que les smartphones ou les tablettes. En troisième point, nous allons aborder donc le point relatif. Oui? Ah, ok, d'accord. Il y a un micro, enfin, il y a une caméra qui est ouverte, la caméra donc de Monsieur Mami Niafo, ou c'est Madame. Veuillez couper votre caméra. Donc, comme je le disais, le troisième point, c'est relatif donc à la notion de traitement et d'analyse des données. Parce qu'une chose est de collecter les données, mais une autre chose également aussi est de savoir faire parler ces données. Faire parler ces données, c'est les questionner à travers donc des outils adéquats et des techniques adéquates pour donc tirer l'essentiel de façon synthétique l'information que contient donc ces données. En quatrième position, nous allons donc voir essentiellement les outils qui sont utilisés aussi bien dans la collecte
le traitement que dans l'analyse des données. Donc, il y a des outils qui sont spécifiques à chacune de ces options-là, que ce soit la collecte des données, que ce soit le traitement ou l'analyse des données. Donc, nous allons donc faire le zoom sur certains de ces outils qui également aussi sont utilisés dans le cadre des différents modules dispensés donc par le cabinet Cefic Eden. Ensuite, nous allons donc terminer avec un point consacré donc à la discussion où la parole donc sera donnée à tout le monde pour bien sûr poser des questions, des ajouts également aussi des remarques et des suggestions pour bien sûr l'organisation des prochaines séances. Alors, comme je le disais, nous avons également aussi un grand avantage que d'autres participants, enfin d'autres connaissances, des connaissances soient là, c'est-à-dire des gens qui ont déjà donc participé à des formations à Cefic Eden, qui sont là donc pour manifester donc leur intérêt à la suite donc de ce qu'ils ont appris. Ça peut être un avantage dans ce sens, mais également aussi dans le sens de peut-être faire des remarques et des suggestions sur les différents donc modules que nous allons développer bien sûr dans le futur. Alors donc sans transition en guise d'introduction, comme on le sait tous, il faut dire que notre société aujourd'hui, à travers donc la modernisation, a porté donc un intérêt sur les besoins croissants d'information. Donc dans pratiquement tous les domaines de la vie, on a besoin donc d'informations quantifiées pour ainsi prendre des décisions relatives donc à tout ce qu'il y a comme éléments. Donc ça peut être des phénomènes sociaux sur lesquels nous voulons donc réagir, peut-être une pandémie quelconque qu'on veut endiguer, ou encore un aspect de la société qu'on souhaite donc booster. Alors pour le faire, il faut donc des politiques, et ces politiques donc sont basées sur un certain nombre d'informations quantifiées. Ces informations quantifiées sont alors obtenues à travers donc des opérations de collecte et d'analyse des données. C'est-à-dire que chaque événement ou encore chaque phénomène social sera donc étudié à travers donc un phénomène dans la collecte des données, et dès lors que nous arrivons donc à réunir ces données, il faut donc utiliser des stratégies pour sortir l'information qui permet donc non seulement de décrire le phénomène, mais également aussi de l'évaluer et d'identifier les facteurs ou encore les leviers sur lesquels nous pouvons jouer pour booster le phénomène en question. Alors, la statistique est en ce moment donc utilisée dans ce sens pour nous permettre donc non seulement de collecter les données, de les organiser, mais également aussi de les traiter et de les utiliser pour des besoins donc d'intervention. Alors, il y a tout un ensemble donc de domaines dans lesquels la statistique est la bienvenue, notamment en médecine, en industrie, en économie et même dans les décisions politiques, parce qu'effectivement, tout a besoin donc d'être, tous les domaines ont besoin donc d'avoir des indicateurs, et ces indicateurs nous orientent bien sûr dans les mesures donc que nous devons prendre. Alors, par sa définition, on pourrait donc cerner la statistique comme un domaine, d'accord, qui étudie donc les phénomènes sociaux à travers la collecte des données brutes, ensuite le traitement de ces données, l'analyse de ces données, l'interprétation de ces résultats obtenus donc de l'analyse, mais également aussi la présentation de ces résultats, afin donc que ce soit compréhensible par tous, aussi bien ceux qui s'y connaissent en statistique que ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc, en d'autres termes, c'est un domaine donc incontournable, bien sûr, qui fait partie aujourd'hui d'un grand ensemble qu'on appelle la data science en anglais, pour dire donc la science des données. Alors, puisque statistique, c'est un peu comme un module concentré sur un domaine spécifique. Mais quand on parle de science des données, c'est juste pour montrer que ça couvre pratiquement tous les domaines, n'est-ce pas, de la vie moderne de l'homme. Alors, il faut dire donc que de façon générale, la statistique est vue, ou encore les analyses statistiques s'orientent, n'est-ce pas, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect descriptif. Cet aspect descriptif consiste tout simplement à collecter des données, et à travers donc des méthodes et d'analyse, on essaie de décrire un phénomène, montrer son ampleur ou encore le quantifier à travers donc des informations numériques. Alors, cette description peut se faire donc sur un seul aspect qu'on appelle donc analyse univariée, ou encore sur des aspects bivariés. Je prends un exemple très simple. On peut s'intéresser à un phénomène donc de nos jours qui est le fait donc de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Ça peut être un facteur, un phénomène social qu'on cherche donc à endiguer. Alors, il faut dans un premier temps donc étudier le phénomène, essayer donc d'évaluer son ampleur et regarder donc la caractéristique d'individus, n'est-ce pas, qui ont donc ces pratiques de consommation de stupéfiants en milieu scolaire, notamment donc des élèves ou peut-être des étudiants. Alors, on peut donc essayer d'appréhender le phénomène à travers une analyse descriptive univariée et bivariée. Ça veut dire faire intervenir d'autres facteurs pour pouvoir donc dégager le profil de personnes qui sont beaucoup plus accros effectivement à ces comportements. À côté de ça, il y a un aspect explicatif de la statistique qui ne se limite pas à l'aspect de description du phénomène. Donc, lui, il va au-delà de l'aspect descriptif.
Et là, ça nous permet, par exemple, d'identifier les différents facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement un phénomène social ou, par exemple, en médecine, une pathologie quelconque. Ça permet également aussi d'orienter les gens dans les différentes mesures barrières à prendre pour essayer donc d'éviter de contracter telle ou telle maladie. Ces analyses explicatives sont en réalité donc une sorte de modélisation des phénomènes sociaux qui vont donc nous permettre d'identifier les facteurs qui vont influencer, que ce soit des influences positives ou négatives, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce phénomène social-là. Par exemple, la non-scolarisation des enfants. On peut donc essayer d'identifier les facteurs qui peuvent amener les parents à scolariser ou à ne pas scolariser les enfants. Ou encore, avec l'exemple que j'ai pris, l'utilisation des méthodes contraceptives également, qui peut être considérée comme un phénomène social, qui, à travers donc des analyses, on peut essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'utilisation ou la non-utilisation des méthodes contraceptives par des femmes. Ces facteurs peuvent être par exemple la religion, ça peut être le milieu de résidence, ça peut être le niveau d'éducation ou même peut-être l'ethnie de la femme. Donc, on peut à travers donc les analyses explicatives être à mesure de dire que la religion est un facteur effectivement qui influence, que ce soit positivement ou négativement, l'utilisation de la contraception. Également, le milieu de résidence, le milieu urbain ou le milieu rural vont donc donner des proportions inégales, bien sûr, relatives à l'utilisation de la contraception. Et à travers donc ces méthodes d'analyse que nous offre la statistique, dans son aspect explicatif, on peut être à mesure donc d'expliquer pourquoi ce phénomène se comporte ceci dans telle contrée ou encore cela dans telle autre contrée. Je voudrais compléter avec un aspect qui ne ressort pas ici, c'est ce qu'on appelle aussi la statistique inférentielle, qui va plutôt consister dans ce cas de figure à faire de la généralisation ou de la prédiction. Donc, un exemple, c'est le cas, par exemple, dans les banques, quand on récupère les caractéristiques des individus pour essayer, par exemple, de prédire leur solvabilité avant de leur accorder un crédit. Donc là, on parle de prédiction. C'est aussi utilisé énormément quand on fait des séries temporelles pour prédire les informations, les données futures. Merci bien, Monsieur Sané, pour cet ajout. Alors, donc, après cette phase introductive, nous allons donc aborder le premier point, relatif donc à l'aperçu des techniques d'échantillonnage dans un premier temps. Comme je le disais tantôt, alors, toute opération de collecte de données ou encore toute opération d'analyse statistique a pour premier pas la collecte des données. Et cette collecte des données se fait donc sur un groupe d'individus, très souvent qualifié donc d'échantillon. L'échantillon qui n'est rien d'autre donc qu'un sous-groupe tiré d'une grande population un peu plus large qui va nous permettre donc d'étudier les caractéristiques de la population à travers ce petit groupe qualifié donc d'échantillon-là. Alors, dans ce module généralement que nous dispensons donc dans le cabinet, c'est de voir essentiellement les points donc qui nous permettront donc dans un premier temps de constituer en termes d'effectifs le nombre adéquat pour enquêter, mais également aussi de savoir à travers donc les différentes notions relatives donc aux méthodes de tirage, savoir comment est-ce que nous allons constituer notre échantillon. Alors, juste pour dire que le premier aspect, c'est dans un premier temps déterminer la taille de l'échantillon. Et le second aspect, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut composer, il faut constituer cet échantillon-là. On peut peut-être se statuer sur le fait qu'on va enquêter 1000 personnes pour une enquête, mais il faut également aussi savoir comment vous allez composer ces 1000 personnes-là, afin que ces 1000 personnes reflètent en termes de composition la population d'origine, c'est-à-dire la population générale. Alors, donc, cet échantillonnage consiste donc de façon générale à interroger, comme je le disais, donc un petit groupe, donc un groupe restreint d'individus, sachant donc que leur point de vue sera représentatif, n'est-ce pas, de l'opinion générale. Alors, pour assurer donc cette représentativité, il faut donc savoir jouer sur des leviers tels que la taille de l'échantillon, mais également aussi sa constitution ou sa composition, afin donc que cet échantillon puisse fidèlement refléter effectivement la population de façon générale. Alors, par définition, on pourrait donc définir l'échantillonnage statistique comme une méthode de sélection d'un sous-ensemble d'individus au sein d'une population, afin donc d'estimer les caractéristiques de la population à partir donc de ces individus-là. Donc, c'est comme si on faisait une représentation de notre population en une échelle un peu plus petite, mais en gardant bien sûr les différentes caractéristiques de la population. Et dès lors donc que nous aurons mené notre étude sur cet échantillon,
alors étant donné qu'elle est représentative vis-à-vis de la population, nous pouvons donc généraliser les résultats obtenus sur l'échantillon à la population tout entière. Alors, ainsi donc, pour que votre échantillon, pas seulement l'échantillon, mais l'étude de façon générale même puisse être validée, il faudra donc que votre échantillon ait des caractéristiques de la population elle-même. Donc, sa détermination doit alors représenter donc, ou encore doit respecter un certain nombre de critères scientifiques avant donc d'être validé, peut-être voilà, par un comité d'évaluation. Alors, ces critères généralement se fondent sur les deux aspects. Le premier qui est la détermination de la taille de l'échantillon et le second qui est la constitution de l'échantillon à travers les méthodes de sondage qui existent. Généralement, lorsque vous êtes confronté à une situation de détermination de la taille de l'échantillon, il y a deux cas qui se présentent à vous. Il y a une première situation où vous êtes en face d'une population dont la taille n'est pas connue. Généralement, c'est ce qu'on constate donc dans nos différents contrées en Afrique. Lorsque vous êtes confronté à une étude, très souvent, il est difficile d'avoir des informations sur la population de façon générale. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas de connaissances sur sa taille. Donc, combien de personnes constituent votre population d'études? Alors, en ce moment, quelle taille d'échantillon adéquate peut-on utiliser pour mener donc une étude valide? Le deuxième cas, ou encore la deuxième situation, c'est lorsque vous êtes en face d'une population dont vous connaissez effectivement la taille. Alors, lorsque vous êtes en face de l'une ou l'autre de ces situations, les différentes stratégies qui sont mises en place pour estimer la taille minimale de l'échantillon vont différer. Donc, il y a un premier aspect où nous avons donc une formule beaucoup plus simple qui nous permet donc d'estimer la taille minimale. On parle de taille minimale parce que lorsque vous avez la taille d'un échantillon, c'est la valeur minimale. Ça veut dire le seuil en dessous duquel vous ne devez pas vous retrouver. Mais vous pouvez aller au-delà. C'est comme on vous dit, oui, dans le cadre de votre enquête, la taille minimale de personnes que vous devez enquêter, c'est 150 personnes. Vous pouvez donc aller au-delà. Et d'ailleurs, on vous recommande d'aller au-delà en fonction, bien sûr, de votre ligne budgétaire. Si, bien sûr, vous avez la capacité financière d'aller au-delà, vous pouvez aller à 200, 250, 300, 500, ainsi de suite. Parce que plus vous vous rapprochez de la population, plus vous allez donc avoir des précisions dans les indicateurs. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, d'ailleurs, c'est toute la population qu'on allait étudier ou encore qu'on allait appréhender dans notre évaluation. Alors, la deuxième formule qui est un peu plus étalée ne diffère pas beaucoup de la première. Le seul paramètre qui s'ajoute, c'est le grand N, donc on voit, qui fait appel ici à la taille de la population. Alors, nous les affichons ici parce que il est quand même intéressant de les évoquer, mais les détails également aussi, la description des différents paramètres qui concourent à ces formules et l'application est généralement donc vue, bien sûr, lorsque nous abordons le cours relatif à la détermination de la taille de l'échantillon. Ça, c'est le premier point. Une fois donc que vous avez mis en place cette étape de détermination de la taille de l'échantillon, le prochain défi, c'est comment constituer votre échantillon. Et c'est la partie donc la plus importante, je dirais. Pourquoi? Parce que une chose est de savoir combien de personnes vous allez enquêter, mais une autre chose est de savoir, voilà, comment vous allez constituer donc ces personnes-là. Donc, les différentes méthodes de sondage, il en existe donc pas mal. Et certaines donc peuvent être utilisées selon les circonstances. Donc, une méthode peut être préférable à une autre en fonction donc des informations que vous avez ou encore en fonction des éléments dont vous disposez sur la population. On distinguera alors donc le sondage aléatoire simple, le sondage systématique, le sondage stratifié, le sondage par grappe et le sondage à plusieurs degrés. Donc, on peut utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes de sondage pour déterminer donc notre échantillon. L'objectif, c'est ce que j'ai matérialisé donc dans l'image un peu à droite, qui consiste donc à travers une population beaucoup plus large, matérialisée donc par le cercle en couleur voilà, grise, voilà, qui est la population ici, constituée donc d'individus cosmopolites, donc avec différentes grilles de couleurs pour montrer donc les différences. Donc certains sont matérialisés donc par des couleurs rouge-noir, d'autres tout noir, d'autres bleu-noir, ainsi de suite, pour montrer donc le caractère cosmopolite de la population. Alors, comment de façon stratégique, nous allons tirer un tout petit échantillon de cette population pour avoir effectivement cette composition cosmopolite-là. Alors, les 4 personnes ici qui matérialisent l'échantillon auraient pu être tout simplement des individus habillés en tout rouge, en rouge-noir, ou encore en blanc-noir, ou encore en tout noir, ou encore. Alors, ici, nous avons donc utilisé des stratégies nécessaires pour avoir donc plus ou moins les différentes couches qui constituent la population. On parle alors d'échantillons représentatifs. Dès lors que ce caractère représentatif n'est pas assuré, vous avez certes un échantillon, mais pas un échantillon représentatif. Donc, toute étude, effectivement, ou encore toute analyse
qui va se baser ou encore qui va se faire sur cet échantillon ne pourra alors pas refléter les réalités qui sont au sein de la population. Donc, ces différentes méthodes de sondage, lorsque nous les abordons donc dans l'aspect pratique, nous montrons donc comment est-ce que nous pouvons les utiliser en fonction donc des circonstances pour avoir alors un échantillon qui va donc correspondre aux caractéristiques de la population. Je ne sais pas si M. Sané a quelque chose à dire sur ce point avant qu'on continue. Oui, juste pour dire que l'échantillonnage, c'est un peu la base de l'analyse, parce que la qualité des indicateurs que vous allez produire dépend fortement de comment vous allez échantillonner vos données. Donc, comme M. Drago l'a dit, on a plusieurs méthodes et le choix des méthodes va dépendre de l'objectif de l'étude, des données que vous avez a priori, des données disponibles que vous avez a priori, et également en fonction aussi des types d'analyses que vous voulez faire. Donc, en fonction de tout ça, on va choisir une méthode d'échantillonnage qui va nous permettre de répondre aux besoins. C'est ce que j'avais ajouté, M. Drago. Merci bien, M. Sané. Donc, nous poursuivons. Alors, nous allons aborder maintenant le deuxième point relatif à la notion de collecte des données. Comme je l'ai dit, le premier point, c'est le point relatif donc, à la détermination de l'échantillon. Donc, c'est la base, c'est le premier pas. Oui. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le présentateur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Moi, une petite question ici avant de voler. Et par rapport à la technique d'échantillonnage, est-ce qu'on a des cas pratiques à faire ou bien on va aller sur le théorie? On vous reçoit très difficilement, monsieur. Je ne sais pas si vous avez branché un écouteur. Si c'est le cas, il faut peut-être le retirer. Peut-être qu'on arrivera. Non, je n'ai pas branché. Peut-être c'est la connexion. Oui, certainement la connexion. Non, c'est la connexion peut-être. D'accord, allez-y. Je n'ai pas branché. Donc, j'ai dit mon inquiétude, c'est par rapport à l'échantillonnage là. Est-ce qu'on va faire un cas pratique ou bien on reste dans les théories? Un cas pratique ici, dans ce webinaire, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Je ne sais pas. Vu donc le temps qui nous est réservé, je ne suis pas sûr que si nous allons donc rentrer dans la pratique, ça puisse être évident. Alors, les présentations de ces modules ici, c'est pour montrer que ce sont des points donc, qui sont abordés dans les différents programmes de formation donc, qui sont dispensés. Alors, ça aurait été intéressant effectivement qu'on aborde chaque aspect, mais si nous allons donc les appliquer ici, je ne pense pas que ça puisse être évident. On risque donc de déborder largement. Et voilà. Je ne sais pas néanmoins si M. Sani a peut-être un apport sur ce point. Au fait, l'application, disons, quand vous dites d'aborder la partie pratique, monsieur, donc, pouvez-vous revenir sur la diapositive précédente, s'il vous plaît? Oui, au fait, chaque point, si on doit prendre chaque point et l'appliquer, c'est minimum pratiquement 6 heures de temps de travail. Mais sachez que quand on prend par exemple le premier, le sondage aléatoire simple, comme son nom l'indique, ça consiste juste à tirer, à choisir les individus de manière aléatoire. Donc, on a notre population, on fait des choix de manière aléatoire. Le tirage systématique, ça, c'est aussi une autre technique qui nous permet d'avoir une certaine précision plus élevée que le tirage aléatoire simple. Dans le tirage stratifié, comme son nom l'indique, on a plutôt ici, à ce niveau, des strates, c'est-à-dire des groupes d'individus. Et là, on va tirer de certains individus dans chaque groupe. Et ça aussi, on se base sur, comme je le disais, sur des données qu'on a a priori. Donc, on a aussi le sondage par grappe, qui est un cas particulier des sondages à plusieurs degrés, où on tire ce qu'on appelle des unités primaires, dans lesquelles on tire encore des unités secondaires. Donc là, vous voyez, c'est tout un processus qu'il est très difficile, disons, d'aborder durant ce petit temps imparti pour la présentation. Donc, on a beaucoup d'autres choses intéressantes à voir plus loin.
Donc, l'idée, c'est de vous présenter globalement les méthodes, donc avec des cas d'application, mais pas, on n'aura pas forcément le temps de les appliquer, d'appliquer chacune des méthodes. C'est ce que je voulais. D'accord. Ok, merci. D'accord, donc nous sommes maintenant sur le deuxième point relatif donc à la notion donc de collecte des données. Alors, dès lors que vous aurez déterminé votre échantillon, bien sûr, vous allez donc envoyer vos agents de collecte, donc les agents d'enquête qui vont effectivement donc aller questionner les différents individus qui constituent donc votre échantillon. Alors, il faut dire que par collecte des données, on entend tout simplement l'approche systématique et technique qui consiste donc à réunir l'information ou encore à mesurer l'information provenant donc de sources variées. L'objectif ici donc c'est d'obtenir une vue complète et précise, voilà, d'un domaine d'intérêt ou encore d'un phénomène social qui fait l'objet donc de l'enquête. Alors, ce processus de collecte... Oh là là. Qu'on a perdu M. Bravo. Oh là là, j'ai vraiment un souci de connexion. On va peut-être... Monsieur Sani, je pense qu'il est... L'idéal, c'est que je vous envoie le... Allô, vous me recevez? Super, on vous reçoit correctement maintenant. Oui, Monsieur Sani, je vais peut-être vous envoyer la présentation parce que je ne sais pas, ma connexion a vraiment un gros souci. Voilà. Là, je l'ai déjà. Non, j'ai fait une mise à jour, donc je vais vous envoyer. Voilà, je vous l'envoie tout de suite. Ok, voilà, donc merci bien. Alors, comme je le disais, nous allons donc aborder le point relatif maintenant donc à la collecte des données. Oui, Diapo? Alors, donc, comme je le disais, donc, le processus de la collecte des données est tout simplement l'étape par laquelle donc, nous réunissons l'essentiel de l'information à travers, bien sûr, des questions ciblées et qui nous permettent donc de répondre donc, à des questions pertinentes ou encore à répondre plutôt à des interrogations qui nous permettront donc d'évaluer une situation quelconque. Donc, pour essayer donc d'obtenir l'information sous un aspect quantifié d'un phénomène quelconque, il faut donc savoir poser des questions adéquates, les formuler convenablement afin donc de pouvoir les constituer et donc d'en déterminer sur un plan quantitatif l'information donc que véhiculent effectivement ces données-là. Diapo? Alors, il faut donc savoir que traditionnellement, la collecte des données se faisait donc de façon rudimentaire avec donc le support tel que donc le support papier où l'enquête se fait essentiellement donc à travers les agents de terrain que nous envoyons donc pour la collecte des données munis donc de supports papier. C'est vrai que de nos jours, ça existe encore, mais au fur et à mesure donc avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication, il faut dire donc que les outils tels que les smartphones ou encore les tablettes nous ont davantage facilité donc la collecte des données. Vous me recevez? 5 sur 5. Ok, super. Voilà. Alors, il faut donc dire que cela nous offre vraiment un avantage considérable, aussi bien à travers un gain de temps que nous n'avions pas donc dans l'ancienne méthode, mais également aussi à travers donc une possibilité de nous assurer une bonne qualité des données. Parce qu'avec les nouveaux outils, autant pour moi, de collecte des données, nous avons la possibilité de déjà nous assurer de la qualité des données que nous allons collecter à travers donc des contrôles qui nous permettront donc de peut-être empêcher les agents enquêteurs sur le terrain donc de collecter des données qui ne seront donc pas adéquates. Alors, ça nécessitera néanmoins donc plus ou moins une compétence donc en informatique afin donc de pouvoir mettre en place ces outils de collecte des données. Diapo?
Alors, donc, comme je le disais, la collecte des données, donc, traditionnellement, appelée donc la méthode PAPI, en anglais, Paper and Pencil Interview, était donc une opération, ou du moins c'est une opération, parce que quoi qu'on dise, ça existe toujours, où la collecte des données se faisait donc essentiellement avec donc des supports papier, où les agents de terrain font donc les différentes interviews à travers donc ces supports papier, et donc les réponses sont immédiatement donc portées sur ce support papier. Alors, l'étape ici est vraiment longue parce qu'il faut donc avoir tout un ensemble de contours, passer par tout un ensemble de contours avant donc d'arriver à l'élément essentiel qui est la base de données. Lorsque vous aurez donc fini d'administrer effectivement vos différents questionnaires, donc les fiches qui seront remplies, oui, voilà, vous allez donc les consulter dans des différentes fiches, dans des classeurs qu'il faut donc trouver des moyens possibles de les gérer et de les stocker, ce qui donc rend la tâche extrêmement difficile. Alors, lorsque vous les aurez constitués en fiches, il faut donc mettre en place donc des outils de saisie qui permettront donc de numériser l'information contenue dans le support papier là à l'ordinateur avant donc enfin, oui allez-y monsieur Sani, avant donc enfin d'obtenir bien sûr votre base de données. Oui, diapo encore. Cette base de données en fait c'est voilà l'élément donc qui contient de façon numérique l'information recherchée et qui vous permettra alors donc de faire votre tableau de bord. Autrement dit donc de créer les indicateurs qui permettront donc de rendre compte, n'est-ce pas, du phénomène étudié. Donc, vous voyez donc les différentes étapes qui sont là. Non seulement c'est long, mais également aussi à tous les niveaux, vous pouvez donc rencontrer des difficultés. D'abord, au niveau donc de l'aspect de la collecte des données, vous pouvez donc être confronté très souvent peut-être à des sauts de questions. Parce que sur la fiche, l'agent enquêteur donc peut être pris de fatigue et il va oublier de poser une question. Donc, vous allez donc avoir des données avec donc des fiches avec donc des questions qui ne sont pas posées. Après ça, au niveau donc du stockage des données, il faut également aussi relever la difficulté parce qu'il faut avoir donc un local adéquat afin donc que ces données ne puissent pas se détériorer. Alors, vous pouvez donc être confronté à des souris qui vont bouffer peut-être vos fiches ou peut-être à, je ne sais pas, une inondation quelconque avec donc les différentes catastrophes naturelles que nous connaissons un peu partout en Afrique. Vous pouvez donc avoir vos fiches qui vont se détériorer. Après ça, vous allez également aussi former non seulement les agents de saisie, mais également aussi vous assurer de leur fiabilité et de leurs compétences dans la saisie des données. Parce que, pris de fatigue, ils peuvent donc saisir une information différente de ce qui est sur la fiche. On peut peut-être mettre un 8 à la place d'un 5 ou un 2 à la place d'un 5, quelque chose du genre. Donc, pour dire que pendant l'enquête, il peut donc avoir des données, des saisies des données erronées, mais également aussi il peut avoir donc des saisies des données erronées pendant même l'opération de saisie des données. Et sans parler donc du temps que cela va prendre jusqu'à ce que vous consultez vos données. Diapo, M. Sani. Alors, comme je le disais, donc, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication, avec donc les smartphones qui ont facilité vraiment tout ce que nous entreprenons aujourd'hui dans la vie moderne de l'homme. Cette méthode de collecte des données est passée donc de l'ancienne méthode PAPI, qui est Paper and Pencil Interview, autrement dit, entretien à travers donc un papier et un stylo, n'est-ce pas, à la nouvelle méthode qui est appelée CAPI, donc Computer Assisted Personal Interview. Autrement dit, opération de collecte ou encore d'entretien ou d'interview assistée par ordinateur. Alors, pourquoi on parle d'assister par ordinateur? Parce que l'avantage que ça nous offre ici, c'est que il y a déjà des conditions que nous pouvons appliquer pendant la programmation de notre questionnaire, afin donc que les questions donc se posent automatiquement de façon automatique. Il peut arriver par exemple qu'il y ait des conditions qu'un individu doit remplir pour répondre à telle ou telle question. Ces conditions, ce n'est plus l'agent enquêteur qui va vérifier, voir si l'individu les remplit. Non, ce sont déjà des programmes qui sont pris en compte pendant la mise en place du questionnaire. Et dès lors que l'individu ne remplit pas les conditions, automatiquement, ça saute. Voilà. À côté de ça aussi, il y a donc la réduction vraiment du temps. Parce que lorsque vous mettez en place donc l'opération de collecte de données avec les smartphones, il faut dire que à l'instant donc où vous finissez d'enquêter ou encore d'interviewer les individus, automatiquement les données sont disponibles. Parce qu'une fois que les données, enfin l'enquête est terminée, dans l'immédiat, l'agent enquêteur peut vous faire parvenir les données, quel qu'en soit là où vous trouvez, n'est-ce pas, dans le monde. Alors, on a vu donc les différentes étapes précédemment avec le support papier. Maintenant, c'est devenu plus simple parce qu'il faut tout simplement disposer donc d'un poste, notamment un ordinateur, qui va vous permettre donc de créer de digitaliser en fait votre questionnaire. Dès lors que le questionnaire est digitalisé, il sera donc alors par le biais d'applications Kobo Collect ou encore ODK Collect par exemple,
vous permet donc de transformer l'outil, enfin, le smartphone ou le téléphone portable que nous utilisons en un outil de collecte des données. Donc, cette application installée sur le smartphone nous permettra donc de relier le serveur et donc de télécharger le formulaire que nous y avons déployé. Et dès lors, on pourra donc utiliser le smartphone pour appliquer donc les différentes enquêtes, donc collecter les données. Et dès lors que ces collectes sont terminées, les données peuvent immédiatement donc être amenées, bien sûr, dans notre serveur. Diapo. En complément, je reviens sur cette diapositive-là. Donc, vous voyez, passer du questionnaire papier jusqu'à la version numérique des données, ça prend énormément de temps. Et même en utilisant un questionnaire papier, à un moment donné de l'étape, on est obligé d'avoir une forme de formulaire numérique qui nous permettra de numériser nos données. Donc, c'est ce qu'on a là quand on parle de saisie de données. Quoi qu'il en soit, on est obligé de développer des outils qui vont nous permettre de saisir des données déjà connectées. Merci bien, M. Sani. Papier. Et on les saute et on se retrouve juste avec la version numérique sur les téléphones et qui nous permet de collecter plus facilement les données. Et avec ces collectes numériques, on a à temps réel, on a accès à temps réel à toutes les données collectées et ça permet aussi de suivre la collecte au fil de l'eau. Chose qu'on ne peut pas faire avec la collecte en version papier. Ok, merci. Alors, donc, après ce point relatif donc, à la collecte des données, nous allons donc évoquer celui relatif au traitement et à l'analyse des données. Donc, dès lors que nous aurons collecté les données, il faut donc faire recours maintenant aux logiciels ou encore aux outils, mais également aussi aux techniques qui nous permettront donc de traiter et d'analyser ces données. Pourquoi nous parlons de traitement des données? Vous conviendrez avec moi que pendant l'enquête, il est difficile souvent d'appréhender certaines informations sur le terrain. Je prends pour exemple les questions relatives au mariage précoce. Il est très difficile souvent d'obtenir cette information sur le terrain. Vous n'allez pas arriver lors d'une enquête et poser la question, par exemple, à une femme, est-ce que vous avez été marié précocement ou non précocement? Donc, vous voyez, c'est une question qu'on peut juger un peu osée. Bon, ça peut être relatif, mais ce sont des informations qui plus ou moins sont sensibles et donc difficiles à obtenir sur le terrain. Cependant, lorsque vous posez la question à une femme, quel âge avait-elle lorsqu'elle se mariait pour la première fois? C'est une question qui, à vue d'œil, ça ne contient aucune, rien de suspect, je vais dire, mais ça nous permettra donc de créer, par exemple, une variable ou encore d'obtenir l'information relative à la précocité de cette union. Alors, si vous posez la question à un groupe d'individus, quel âge aviez-vous lorsque vous êtes marié pour la première fois, par exemple des femmes, chacune va vous fournir cette information-là. Et dans le processus de traitement des données, avec les logiciels de traitement des données surtout, vous allez tout simplement créer des variables, c'est-à-dire créer de nouvelles variables ou de nouvelles informations qui va donc considérer toute femme ayant un âge à la première maternité inférieur à 18 ans, qui sera donc considérée donc comme une femme ayant été mariée précocement. Et toute femme ayant donc un âge à la première, je voulais dire à la première union, à la première union supérieure à 18 ans, qui sera donc considérée donc comme une femme ayant été mariée non précocement. Donc, pour dire tout simplement qu'à travers l'information brute que vous collectez, vous pouvez alors constituer de nouvelles informations à travers le traitement des données. C'est la même chose. Lorsque vous enquêtez, les médecins donc pourront nous dire qu'il y a une notion relative donc à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il est difficile sur le terrain donc d'obtenir l'information sur l'IMC et donc d'évaluer si l'individu est en surpoids ou encore en sous-poids. Il vous suffira tout simplement de collecter le poids et la taille de l'individu seulement. Et à travers donc les logiciels de traitement des données, vous allez donc créer des variables qui va donc établir à travers la formule de l'IMC le poids de chaque individu divisé par sa taille au carré. Ça va vous fournir donc une information qui n'est rien d'autre que l'IMC en valeur numérique. Ainsi, à travers donc la répartition de la valeur de l'IMC en des intervalles, vous pourrez donc classer les individus selon qu'ils soient donc obèses ou encore en poids normal ou encore en sous-poids, ainsi de suite. On parle donc de traitement des données. C'est l'étape donc qui suit d'abord la collecte des données
ensuite donc à l'analyse qui constitue tout simplement la production des différents indicateurs. Diapo, M. Sané. Alors, donc pour ce faire, généralement, lorsque vous êtes confronté à des données, avant toute opération de traitement ou d'analyse, il faut savoir identifier ou encore diagnostiquer les différentes variables pour avoir une idée si c'est variable avant donc de commencer toute opération. On parle de variables parce que les différentes questions que nous posons aux individus, les réponses d'un individu à l'autre peuvent varier. Donc, on ne peut pas prédire ou encore prévoir l'information que va nous donner donc l'individu. Et cette variabilité va s'observer tout au long donc de l'enquête, de sorte à ce que nous puissions donc constituer donc des indicateurs plus tard qui nous permettront donc de savoir tel groupe représente tel pourcent ou tel groupe représente tel pourcent. Alors, en statistique, les analyses donc se baseront alors sur ces variables qui peuvent être de deux types. Il y a ce qu'on appelle les variables qualitatives et d'autres qu'on appelle les variables quantitatives. Alors, comme les expressions les indiquent, ce qu'on appelle variable qualitative, c'est toute information qui est obtenue à travers un qualificatif. Lorsque vous posez la question, quelle est votre religion? Certains vous diront, je suis musulman, je suis chrétien, je suis traditionnaliste, je suis bouddhiste, et ainsi de suite. Ce sont des qualificatifs ou encore des qualifications. On parle donc de variables qualitatives parce que ça permet tout simplement d'indiquer la caractéristique à laquelle appartient l'individu sans toutefois la numériser. Par contre, on parlera de variables quantitatives lorsque l'information attendue est quantifiable. Quel est votre âge? Quel est votre revenu mensuel? Combien d'enfants avez-vous? Quelle quantité d'eau consommez-vous par jour? Donc, l'information obtenue en ce moment est quantifiable. Donc, voici généralement les deux types de variables que nous avons. Variable qualitative lorsque l'information n'est pas quantifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le cerner par une valeur, et variable quantitative lorsqu'on peut cerner cette information par une valeur. Il faut néanmoins retenir que chacun de ces deux groupes de variables ont également aussi deux sous-groupes. Ça veut dire que les variables qualitatives ont deux sous-groupes, notamment les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Diapo, M. Sani. Ce que nous appelons variable qualitative nominale, c'est une variable qualitative dont les modalités ou encore les catégories, dans leur énumération, on ne peut pas établir un ordre spécifique. Par exemple, si on vous dit de donner les différentes catégories ou les différentes modalités de la religion, il n'y a pas un ordre qui dit on doit commencer par telle religion et terminer par telle religion. Également aussi l'ethnie, il n'y a pas un ordre spécifique qui nous impose à commencer par telle ethnie et terminer par telle ethnie. Tout comme le sexe aussi. Rien ne nous dit qu'il faut commencer par homme pour terminer par femme ou par femme pour terminer par homme. C'est-à-dire dans l'énumération des différentes modalités ou encore des différentes catégories de la variable, il n'y a pas d'ordre défini. Diapo. Par contre, dans les variables qualitatives ordinales, l'indication des modalités nous impose même un ordre spécifique. Lorsque vous prenez une variable telle que le niveau d'étude, généralement on part du niveau le plus faible vers le niveau le plus élevé. Donc primaire, secondaire, supérieur. Ou encore du niveau le plus élevé vers le niveau le plus faible. C'est la même chose aussi comme le revenu. Donc le niveau de vie ou le niveau de revenu, très pauvre, pauvre, moyen, riche, très riche. Ou encore l'appréciation, très mauvais, mauvais, moyen, bon, très bon. Donc pour dire que vous respectez l'ordre, que ce soit donc de façon ascendante ou descendante. Donc, soit de l'intensité la plus élevée vers l'intensité la plus faible ou de l'intensité la plus faible vers l'intensité la plus élevée. Donc, voici les deux sous-groupes de variables qualitatives. Nominale lorsqu'il n'y a pas d'ordre spécifique dans l'énumération des différentes modalités ou des catégories de la variable et ordinale lorsque nous sommes confrontés donc à un ordre spécifique dans l'énumération des modalités. Diapo. Tout comme les variables qualitatives, nous avons également aussi deux sous-groupes avec les variables quantitatives, donc dans la quantification de l'information. Ces variables quantitatives peuvent être discrètes. Discrètes lorsque c'est matérialisé par une valeur entière. Par exemple, l'âge. Bon, c'est vrai qu'avec l'âge, c'est à discuter, puisque l'âge, par moment, ça peut être à virgule. 1,5 ans, 2,5 ans. Oui, monsieur Bakary. Votre micro, au cas où vous avez pris la parole. D'accord, une erreur de frappe. Ok. Alors, donc, au niveau des variables quantitatives, comme je le disais, elles sont discrètes lorsque l'information est une valeur entière. Alors, on parlera de nombre relatif, nombre entier relatif, parce que ça peut être positif ou négatif. Mais on retiendra tout simplement que c'est une valeur entière, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de virgule. L'âge, par exemple. Mais comme je le disais, l'âge ici, ça peut... voilà, ça peut se discuter parce que certains peuvent dire que l'âge, oui, quelqu'un qui est né par exemple en décembre ou encore en février 2000
n'a pas le même âge que quelqu'un qui est né en octobre 2000. Parce que là, il faut considérer donc les mois, donc il y aura forcément des virgules. Mais l'âge dont nous considérons ici, c'est l'âge en année révolue. Ça veut dire l'âge au dernier anniversaire. Donc, généralement, dans les études en population, on considère donc l'âge en année révolue qui appréhende donc l'âge comme une valeur entière. Alors, le nombre d'enfants également, on a toujours un nombre entier d'enfants. On ne peut pas avoir 2, ou 3 enfants, à moins que ce soit une moyenne que nous estimons. Tout comme le nombre de salariés d'une entreprise. Alors, pour dire tout simplement que les variables quantitatives discrètes sont matérialisées par des valeurs numériques entières, sans virgule. De l'autre côté, oui, diapo, on parlera donc de variables quantitatives continues, bien sûr qui est l'opposé, lorsque nous avons la possibilité donc d'avoir des nombres à virgule tels que le poids, la taille, le taux de glycémie et ainsi de suite, parce que là, nous pouvons donc avoir des valeurs à virgule. Il est très important donc de connaître la nature de ces variables, parce que souvent, en fonction de la nature d'une variable, vous allez donc savoir la méthode d'analyse qui est adaptée. Il y a des analyses que vous pouvez faire sur des variables quantitatives, mais que vous ne pouvez en aucun cas réaliser sur une variable qualitative. Je vous prends le cas, par exemple, de la moyenne. Si vous avez une variable telle que l'âge, le nombre d'enfants, le nombre de salariés, vous pouvez donc vous permettre de calculer le nombre moyen d'enfants, le nombre moyen de salariés dans les entreprises ou encore l'âge moyen des individus dans une circonscription administrative quelconque. Mais en aucun cas, cette moyenne ne peut se calculer sur une variable qualitative, qu'elle soit ordinale ou nominale. De la même manière aussi, il y a donc des indicateurs tels que les pourcentages ou les proportions qui sont beaucoup plus utiles lorsque vous avez affaire à une variable qualitative, mais moins utiles lorsque vous avez affaire donc à une variable quantitative. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout utile, mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà un peu donc de façon générale les notions relatives aux variables. Comme je l'ai dit, l'importance de maîtriser ce type de variables ne se situe pas forcément pendant l'analyse des données, mais plutôt même pendant la collecte des données. Parce que pour ceux qui s'y connaissent déjà en Kobo ou encore pour ceux qui également aussi voudront donc s'y lancer, je vous encourage d'ailleurs, vous verrez donc que lorsque vous allez vouloir programmer un questionnaire avec la collecte des données mobiles, d'accord, qui est devenu donc incontournable aujourd'hui dans le monde donc des données, il faut à chaque question que vous allez poser savoir quel type de question s'agit-il, autrement dit quel type de variable il s'agit. Parce que si vous avez mal programmé la question, vous allez être confronté à une situation où vos agents enquêteurs ont la possibilité de mettre des virgules là où il ne faut pas mettre, ou de ne pas pouvoir mettre des virgules là où il faut mettre. Parce qu'à la place d'une variable ou encore d'une information quantitative entière, si vous avez utilisé une information quantitative à virgule, naturellement, vous leur donnez la possibilité de mettre des virgules. Donc, vous risquez d'avoir des nombres d'enfants avec des virgules, des salariés dans des entreprises avec des virgules. Voilà. Donc, il faut donc veiller à connaître le type de variables. Et lorsque vous les appliquez dans la programmation donc, de votre questionnaire, autrement dit la digitalisation de votre questionnaire, alors vous vous rassurez donc d'avoir donc des données qui ne seront donc pas aberrantes. Oui, M. Sani, diapo, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Oui. Non, tout est bon pour moi. D'accord, allez-y donc, diapo. Ok, alors comme je le disais, la collecte des données donc est une étape très importante et dès lors que vous l'aurez réussi convenablement, vous allez donc passer au traitement des données. Donc, dans la collecte des données, généralement, Monsieur Sané, je vous prie de poursuivre parce que ma connexion va encore interrompre. Oui, monsieur Ouedraogo, je vous passe la parole. Ok, merci bien. Je suis vraiment désolé pour ce problème technique voilà, qui perturbe donc considérablement la session. Ok, alors donc nous poursuivons. On était donc sur le point relatif à la collecte des données qui, comme je le disais, part donc de l'identification donc de votre population d'études de façon générale à travers donc laquelle vous allez donc déterminer votre échantillon. Dès lors que l'échantillon est déterminé, vous allez alors donc appliquer vos différents questionnaires et donc par conséquent collecter les données. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, diapo, M. Sani, c'est donc le traitement des données que j'avais donc tantôt évoqué. Cet aspect de traitement des données est très important parce que, comme je l'ai dit, il y a des situations où certaines informations ne peuvent pas être obtenues sur le terrain, c'est-à-dire pendant l'enquête. Néanmoins, si vous disposez donc des informations, d'autres informations, vous pouvez donc les constituer à travers, bien sûr, des différentes
des méthodes telles que la création des variables, la manipulation des variables ou encore la transformation des variables afin donc de disposer de ces informations. C'est comme le cas par exemple des différentes années de naissance. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez une population d'études en majorité donc en milieu rural, ça dit que vous allez être confronté à des gens qui, s'ils sont d'un âge un peu plus avancé, sont pour la plupart des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et il est très difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école de vous donner de façon exacte son année de naissance. Parce que vous conviendrez avec moi que les informations telles que les années de naissance sont faciles à donner en français plutôt que les donner dans nos langues locales. Donc, ça fait qu'il est difficile souvent que quelqu'un puisse vous donner son année de naissance. Par contre, si vous lui demandez quel âge il a, automatiquement, il vous dit oui, j'ai tel âge. Mais si vous lui dites, bon, alors, en quelle année êtes-vous né, c'est pas vraiment évident qu'il puisse vous donner cette information. Mais il se peut que pour le besoin de votre analyse, vous soyez intéressé vraiment à cette information relative donc à l'année de naissance là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut tout simplement vous contenter de prendre son âge. Quel âge avez-vous? Je pense que chacun est à mesure donc de vous donner, même si c'est de façon estimée, son âge. Et vous, dans le processus de traitement des données, vous pouvez alors créer une variable à travers donc le logiciel en lui disant tout simplement que vous voulez donc une variable appelée année de naissance qui n'est rien d'autre donc que l'année de l'enquête. Si on suppose que l'enquête est réalisée en 2024, nous sommes en 2024, il suffit tout simplement de créer une nouvelle variable dans le processus de traitement des données qui permettra donc d'obtenir l'année de naissance des individus en faisant donc 2024 moins les âges. Ça veut dire moins l'âge de chaque individu. Il va alors vous créer une variable qui va donc retrancher de 2024 l'année que l'individu va, le nombre d'années que l'individu va donner ou encore l'âge que l'individu va donner. Et c'est comme si le terrain, vous avez posé la question, quelle est votre année de naissance? Voilà, donc pour dire tout simplement qu'il y a des informations difficiles à obtenir sur le terrain, mais par le biais de traitement des données, vous pouvez alors disposer de ces informations. À côté de ça aussi, il y a les notions de valeurs manquantes. Vous conviendrez avec moi que lors des enquêtes, il y a souvent certaines informations que des individus ou encore que des répondants refusent de vous fournir. Lorsque vous posez la question, quel est votre revenu mensuel, certains ne sont pas très ouverts, ils vous diront donc, je ne peux pas, de façon catégorique, je ne peux pas vous donner mon revenu mensuel. Et en ce moment, vous êtes tenu dans l'éthique statistique de ne pas insister, au risque donc de le forcer à vous donner une information erronée. Parce que si vous insistez, soit il s'en prend ou encore ça se termine en queue de poisson, comme on l'a dit, ou soit il vous donne une information juste pour vous satisfaire. Parce que bon, de la manière telle que vous insistez, alors il va vous donner une information qui va tout simplement vous envoyer balader. Alors, s'il oppose donc un refus catégorique de vous donner une réponse quelconque, alors vous n'insistez pas. À moins que vous ayez d'autres stratégies qui vont l'amener effectivement à vous donner ces informations. On parle donc de valeurs manquantes. Dans certaines circonstances, il faut donc traiter ou encore gérer ces cas de valeurs manquantes-là. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez un groupe d'individus, une centaine d'individus, et vous leur posez la question, quel est votre revenu mensuel? Et parmi eux, il y a peut-être une dizaine qui refusent de donner cette information. Alors, vous pouvez donc décider de traiter ces individus qui n'ont pas donné donc d'informations. Quand je parle de traiter, c'est de trouver une valeur et elle est attribuée. Et très souvent, c'est la moyenne. C'est comme si vous faites une évaluation dans un amphithéâtre, donc dans une formation, enfin, dans une université auprès donc des étudiants. Et il arrive que certains d'entre eux, pour des raisons quelconques, indépendamment de leur volonté, n'arrivent pas à suivre l'évaluation. Ça veut dire n'ont pas été évalués. Et vous trouvez que c'est injuste de leur donner la note 0. Vous décidez alors de trouver un moyen de leur donner une note, si vous n'avez pas la possibilité de reprendre une autre évaluation pour eux. Et l'une des possibilités, c'est quoi? C'est de calculer la moyenne générale de ceux qui ont été évalués et de leur attribuer cette valeur moyenne-là. Ça veut dire que vous calculez la moyenne générale de ceux qui ont été évalués et vous utilisez cette moyenne comme note pour ceux qui n'ont pas été évalués. C'est l'une des possibilités de traitement des valeurs manquantes en considérant donc la moyenne de la variable pour ceux qui ont répondu et vous attribuez au manquant cette information. Alors, l'avantage ici, c'est que ça permettra donc de garder de façon non biaisée l'indicateur tel que la moyenne, par exemple. Donc, voici donc, entre autres, les processus de traitement des données. C'est très important parce que ça constitue même l'épine dorsale de la maîtrise des logiciels de traitement et d'analyse des données. Vous conviendrez donc avec moi, pour ceux qui se sont déjà confrontés au logiciel, que essentiellement, la maîtrise des logiciels, c'est pas seulement l'analyse. Parce que le temps que nous avons passé ici est largement suffisant pour qu'on vous apprenne sur un logiciel statistique comment faire telle ou telle analyse. Par contre, il est difficile donc dans ce laps de temps de maîtriser les différentes techniques de traitement des données, qui est très souvent même la difficulté que nous rencontrons lorsque nous sommes en face des données.
puisque très souvent, les données disposent d'informations soit manquantes ou peut-être sont constituées de sorte à ne pas pouvoir être utilisées directement pour une analyse quelconque. Souvent, on veut regrouper certaines informations, ainsi de suite. C'est le cas aussi d'une question que vous posez, quelle est votre localité de résidence ou encore où est-ce que vous résidez. Certains vont citer des villes, d'autres des villages, ainsi de suite. Et vous, pour des besoins d'analyse, vous dites, bon, et si j'ai regroupé cette information-là en deux modalités, c'est-à-dire urbain qui va regrouper toutes les villes citées et rural qui va regrouper tous les villages cités. Donc, dans le processus de traitement, vous pouvez alors donc faire des créations de nouvelles variables qui vous permettra donc de façon synthétique d'avoir des variables beaucoup plus simplifiées. Diapo, M. Sané. Alors, dès lors donc que ces cas de traitement seront donc terminés, naturellement, donc vous allez passer à l'étape de l'analyse des données, qui est donc la production d'indicateurs à travers donc des tableaux ou des graphiques, afin donc que ça puisse être lisible ou compréhensible donc par tous. Alors, comprenez ici donc que le processus de l'analyse des données ne se limite pas tout simplement à actionner des boutons sur le logiciel et avoir le résultat. Il faut également aussi se munir donc des notions ou encore des compétences nécessaires pour pouvoir donc communiquer sur ces informations-là ou encore partager ces informations et afin que toute personne qui n'est pas statisticien puisse donc comprendre. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de sortir les résultats et puis d'aller les donner à qui de droit. Il faut également aussi être à mesure de pouvoir lire ces résultats-là. Donc, raison pour laquelle vous allez voir que pour la plupart de certaines formations que nous initions ici, surtout en méthode statistique, il y a d'abord une phase théorique où nous nous initions d'abord à la terminologie ou encore aux notions relatives aux différents indicateurs. À quel moment ces indicateurs sont utiles? Quelle interprétation faut-il donner à ces indicateurs et dans quelles circonstances il faut les privilégier par rapport à tel ou tel autre indicateur? Monsieur Sani, vous avez quelque chose à dire? Sinon, diapo. Oui, en termes de statistiques, le traitement de données prend à peu près 80 à 90% du temps. C'est-à-dire, quand vous recevez les données collectées, les créer de nouvelles variables, les recoder, les mettre au bon format avant de passer à l'analyse, ça prend énormément de temps. Et ça prend à peu près 80 à 90% du temps. Alors, il y a des questions, certes, mais je souhaite vraiment que vous notez peut-être les questions afin qu'on puisse revenir quand on aura fini la présentation. Je pense que c'est l'idéal. Alors, comme on l'a dit, il y a un dernier point qui sera donc réservé exclusivement, bien sûr, voilà, donc aux différentes questions. Voilà. Merci bien pour votre compréhension. Alors, donc, tout de suite, comme je l'ai dit, nous avons donc évoqué les différents logiciels statistiques. C'est d'ailleurs même ce qui fait l'analyse statistique. C'est vrai qu'il faut maîtriser donc l'aspect théorique, savoir donc à quel moment il faut utiliser tel ou tel élément. Mais aujourd'hui, avec la statistique appliquée qui s'utilise dans presque tous les domaines de la recherche ou encore tous les domaines donc de la vie, il y a donc ces outils-là qui sont à la portée de tous. Et on n'a pas besoin donc de faire une formation de base en statistique en première année ou deuxième année d'université. Il faut tout simplement se donner donc les moyens à travers les formations intensives, à l'instar donc des formations dispensées donc par le cabinet Cefic Eden, se donner les éléments nécessaires, aussi bien théoriques, d'accord, mais également aussi pratiques à travers les outils, les logiciels de collecte des données, de traitement et d'analyse des données. C'est vrai que c'est informatique, mais en réalité, ce sont des outils qui ont été élaborés de sorte à ce que, quel qu'en soit notre bord ou encore quel qu'en soit notre domaine spécifique, nous soyons donc à mesure d'apprendre ces logiciels. La complexité va donc d'un logiciel à l'autre. Il y a certains donc qui sont plus simples à apprendre. Et l'avantage est que lorsque vous apprenez un logiciel statistique, ça vous donne encore un certain engouement, bien sûr, pour d'autres logiciels. Voilà, parce que c'est un monde très vaste et à chaque fois, vous avez toujours de nouveaux défis que vous serez toujours amené à vouloir surmonter. Voilà. Alors, les outils ou encore les logiciels de collecte et de traitement des données. Voilà. Alors, il y a souvent la notion de data analyst ou encore de data scientist qu'on entend. Comme je le disais donc en introduction, le domaine donc des données, pour essayer donc de généraliser, pour sortir tout simplement de l'aspect statistique qui semble être un peu révolu, hein, à mon avis, parce que c'est une discipline, quand on dit la statistique, on s'attend automatiquement à un statisticien. Mais quand on dit un data analyst ou encore data scientist, c'est tout individu qui travaille avec les données. Et ces données donc peuvent être de grande envergure ou encore de petite envergure. Quelle qu'en soit donc les envergures, les logiciels donc qui sont utilisés, bien sûr, vous permettront donc de réunir de façon synthétique l'information donc qu'elle contient. Alors, c'est tout simplement un professionnel, on appelle donc data analyst, tout simplement un professionnel spécialisé donc dans l'analyse et l'interprétation
des données pour aider bien sûr non seulement les entreprises mais également aussi les organisations aussi bien gouvernementales ou non gouvernementales à prendre des décisions éclairées. Vous conviendrez avec moi que dans pratiquement tous les ONG qui interviennent dans l'humanitaire, effectivement, vous avez toujours un aspect statistique qui est là, qui permettra non seulement de collecter les données, mais également aussi de faire parler ces données. Alors, ce qu'on appelle faire parler ces données, souvent dans notre jargon, on dit cuisiner les données. Ça veut dire maltraiter les données jusqu'à ce qu'elles vous disent toute la vérité dont qu'elles contiennent. Voilà, comme le dirait quelqu'un, il faut maltraiter les données et elles vous diront toute la vérité qu'elles contiennent. Pour dire tout simplement que chacun d'entre nous ici, nous sommes une quarantaine. Je suis certain que si on donne une base de données à chacun d'entre nous, même si nous disposons de toutes les capacités nécessaires d'analyse des données, et on dit à chacun, oui, sortez des statistiques, il est très fort probable que certains d'entre nous sortent des statistiques que d'autres n'ont pas pensé. Pour dire tout simplement que dans l'ensemble, les données brutes contiennent des informations qui, à travers donc les différentes stratégies ou encore les règles d'analyse mises en place, vous allez donc sortir des informations ou encore sortir des indicateurs que d'autres n'ont peut-être pas imaginés. Donc, lorsque vous avez une base de données, vous pouvez sortir tout ce qu'il y a comme méthode d'analyse afin donc d'appréhender peut-être un aspect que d'autres personnes n'ont pas appréhendé. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs, généralement dans les instituts de formation, par exemple ceux qui offrent donc des formations en master, vous allez voir donc que les étudiants peuvent utiliser une même base de données, mais ils vont appréhender donc l'analyse dans des aspects différents. Alors que c'est la même base de données. Je parle par exemple du cas des données EDS, enquêtes démographiques et de santé, qui sont réalisées donc dans la plupart des pays africains. Plein d'étudiants donc utilisent ces données pour la soutenance de leur mémoire de master ou même de thèse. Mais les mêmes bases de données seront utilisées, mais sera donc étudiées sous un angle différent. Voilà. Donc, la responsabilité qui incombe donc aux data analystes, ça varie d'un secteur à l'autre. Raison pour laquelle vous allez voir, certains vont dire non, je suis un statisticien spécialisé en économie, je suis un statisticien démographe, je suis un statisticien informaticien, ainsi de suite. Donc, dans presque tous les domaines où nous avons donc besoin d'informations, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'économie ou encore du social, on a toujours besoin d'informations et les personnes effectivement qui sont capables de vous produire ces informations quantifiées sont ceux-là donc qu'on appelle data analystes. Monsieur Sané, si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on continue. Oui, au fait, le terme data analyst, c'est en gros une évolution du statisticien. Donc, c'est un terme qui est surtout employé dans le monde de l'industrie et de l'entreprise. Donc, pour ceux qui évoluent, par exemple, dans le domaine de la santé, on parlera de biostatistique. Donc, ce sont des statisticiens, mais en fonction du domaine, l'appellation peut changer. Donc, les économistes parleront d'économètres ou de statisticiens aussi, ça se dit chez les économistes. Pour ceux qui sont dans les sciences sociales, peut parler de démographes. Donc, c'est en gros des statisticiens. Donc, l'appellation change en fonction du domaine. Et le terme data analyst, c'est assez récent et c'est surtout employé dans le monde des entreprises et des industries. Donc, c'est cette précision que je voulais ajouter. Ok, merci bien, monsieur Sani. Diapo donc. Ok, alors ici nous avons essayé donc d'évoquer un certain nombre donc de logiciels les plus standards, hein, c'est pas tout, c'est pas exhaustif. Et ces logiciels donc vont des logiciels de collecte de données aux logiciels donc d'analyse des données. Parmi les logiciels de collecte de données, on peut évoquer le logiciel CSPro, EpiInfo, EpiData, Sphinx. Ces logiciels sont plus ou moins anciennes, il faut le dire, parce qu'ils sont plutôt généralement utilisés dans le cadre de la collecte de données avec support papier. C'est vrai que CSPro a développé donc un autre volet qui permet donc de collecter les données avec les supports numériques, mais il faut dire qu'il est beaucoup plus adapté dans la collecte de données papier. Alors, ces logiciels interviennent lorsque vous terminez par exemple l'enquête et donc les fiches qui sont remplies, vous les utilisez alors et vous créez ce qu'on appelle le masque de saisie. Le masque de saisie, c'est tout simplement la programmation que vous allez faire sur le logiciel afin donc de permettre de numériser les informations qui sont sur les fiches. Donc, vous allez créer tout simplement un champ via l'ordinateur et vous allez donc permettre effectivement aux agents de saisie, chacun donc va se munir des différentes fiches et saisir donc les informations collectées pour ensuite donc constituer les différents fichiers qu'on appelle donc les bases de données, qui n'est rien d'autre donc que le fichier numérique qui contient donc l'information collectée.
Alors, à côté de ça, il y a de nouveaux outils qui ont été donc développés, tels que ODK Collect, Open Data Kit, Server CTO, ONA et Comcard, qui ont été donc développés dans le cadre de la facilitation, bien sûr, de la collecte des données. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de collecter des données ou encore de recevoir des données. Peut-être nous sommes peut-être en Afrique et on peut donc d'ici, dans les instants qui suivent, obtenir des données qui sont collectées peut-être quelque part en Ouzbékistan du Sud. Pour dire tout simplement que la distance n'est plus une difficulté dans le cadre de la collecte des données. Quelle qu'en soit la position de la Terre où vous vous trouvez, pourvu que vous ayez, n'est-ce pas, une connexion Internet et vous pouvez donc collecter les données partout où vous voulez. Donc, il suffit tout simplement de numériser ou encore de développer votre questionnaire sur ces différentes plateformes en ligne qui pour la plupart, certains sont gratuits, notamment ODK, Kobo Collect, et d'opérationnaliser votre collecte de données. Et cet avantage est que vous avez la possibilité de suivre en temps réel les données qui sont collectées sur le terrain, mais également aussi d'obtenir de façon immédiate les données une fois collectées. Conviendrez avec moi que si vous quittez ici au Burkina et que vous envoyez des agents enquêteurs quelque part en Guinée-Conakry et qui vont aller donc collecter les données, je pense que les agents enquêteurs mettront peut-être 1 mois ou 2 mois avant de vous ramener donc les différents fiches qui ont fait l'objet de la collecte des données. Si bien sûr c'est à travers les supports papier. Alors, lorsque vous allez recevoir ces fiches, il faudra également aussi utiliser, n'est-ce pas, des stratégies de saisie des données afin donc d'obtenir l'information numérique qui est la base des données, avant donc de parvenir bien sûr aux outils de traitement et d'analyse des données. Donc, c'était très compliqué. Alors, aujourd'hui, on peut dire que c'était compliqué parce qu'on a trouvé des méthodes beaucoup plus simples. Donc, on peut se permettre effectivement d'évaluer ou encore de critiquer ces méthodes plus ou moins archaïques-là. Mais de nos jours, aujourd'hui, pratiquement toutes les opérations de collecte de données se font à travers ces outils numériques-là. Et l'avantage est que ça ne se limite même pas seulement en statistique. Par exemple, la présentation que nous sommes en train de faire ce soir, nous pouvons par exemple programmer. Ça veut dire vous poser une série de questions. Quelle est votre appréciation de la présentation? Quel est votre avis? Comment est-ce que vous avez trouvé donc les présentateurs, ainsi de suite? Et on peut tout simplement créer un questionnaire qu'on va numériser et vous envoyer ça sous forme de liens électroniques, que ce soit par mail ou par WhatsApp. Il vous suffira alors de cliquer tout simplement sur le lien et les questions posées vont se mettre en évidence et alors vous allez tout simplement appliquer vos différentes réponses. Voilà. Donc, ça ne se limite pas seulement dans le processus des collectes de données en statistique. Donc, c'est utilisable pratiquement partout. Même en administration, lorsque vous voulez peut-être mettre en place une réunion dans l'après-midi et que vous voulez proposer des points que vous allez aborder, voilà, vous pouvez donc créer tout simplement un petit questionnaire, vous envoyez le lien donc à vos collaborateurs et chacun pourra tout simplement donner son avis afin donc d'orienter effectivement votre réunion de l'après-midi à l'instant T. Voilà. Alors, ça, c'est le zoom sur les différents outils de collecte des données. Il y a également aussi des outils d'analyse des données. J'ai commencé par Microsoft Excel parce que, comme on le dit, c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre des outils de collecte d'analyse des données. Et jusqu'à présent, c'est toujours utilisé parce que c'est quelque chose de très primordial et encore de très important dans les opérations d'analyse des données. Parce que généralement, même si certains n'utilisent pas Microsoft Excel dans l'analyse des données, lorsque vous collectez les données, l'information numérique, c'est-à-dire la base des données obtenues. La base des données, c'est le fichier qui contient de façon numérisée toute l'information que vous avez collectée pour chaque individu et pour chaque question que vous avez posée. Alors, très souvent, ces fichiers sont hébergés donc sous le format Excel. Donc, même si vous n'utilisez pas Excel dans vos analyses, du logiciel de collecte de données au logiciel d'analyse des données, la passerelle, ça sera Microsoft Excel. Avant donc de parvenir aux logiciels tels que SPSS, Statistical Package for the Social Science, qui sont donc des logiciels utilisés dans le cadre donc de traitement et d'analyse des données. C'est l'un des logiciels que nous avons récemment utilisé donc avec M. Biavogui, par exemple. Voilà, et d'autres. Bon, nous venons tout simplement de terminer donc ce module. À côté de ça aussi, il y a le logiciel Stata, le logiciel SAS, le logiciel R et Python. Dans la présentation donc que M. Sani avait fait en début de séance, il avait évoqué ces logiciels. Alors, ce sont donc des logiciels qui ont des fonctionnalités plus ou moins différentes l'une de l'autre. Voilà. Et l'intérêt que vous pouvez porter donc sur l'une ou l'autre peut être suscité à travers la maîtrise de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui apprend le logiciel SPSS, il va donc développer forcément un engouement pour le logiciel Stata. Quelqu'un qui également aussi qui maîtrise Stata, il va développer un engouement pour R ou encore SAS ou encore Python. Voilà. Alors, cependant, que ce soit les logiciels, les outils de collecte de données ou d'analyse de données que nous avons présentés ici, ce ne sont pas
eux tous plutôt que nous dispensons bien sûr dans le cabinet de formation CEFIC Eden. Alors, pour les outils de collecte de données, je sais qu'on dispense entre autres CS Pro, Sphinx, ODK Collect, pour les logiciels donc d'analyse des données Microsoft Excel, je pense bien, le logiciel SPSS, Stata, R et Python, entre autres. Voilà. Monsieur Sané, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce point. Oui, il faut savoir que ODK, SAR, VCTO et ONA, c'est le fonctionnement, c'est presque la même chose. Donc, c'est pour ça que le centre a plutôt mis l'accent sur ODK et Kobo Collect. Donc, une fois que vous êtes outillé à faire de l'ODK, donc vous pourrez faire Kobo Collect, vous pourrez faire VCTO et également ONA. Donc, tous les 4 logiciels de collecte de données sont basés sur le même principe, développé au début par ODK et ensuite opté par Kobo Collect, SAR, VCTO et ONA. Donc, concernant les logiciels d'analyse, donc la complexité diffère d'un logiciel à un autre et aussi en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, vous allez par exemple privilégier un logiciel un autre par exemple. Donc, je prends le cas de R. C'est un logiciel qui est énormément utilisé dans le domaine de la recherche et aussi pour ceux qui font de l'humanitaire, c'est-à-dire les gestionnaires de données de manière générale. Donc, quand on fait énormément de gestion de données, c'est un logiciel qui est privilégié par rapport aux autres. Donc, R et Python sont des logiciels qui sont plus privilégiés par rapport aux autres. Maintenant, quand on prend les logiciels comme ça, c'est l'incontournable. Donc, même si on fait du R et du Python, des fois, on revient sur Excel pour faire quelques petites manipulations, faire de la visualisation. SPSS et Stata, on les utilise aussi pour faire de la recherche. Stata, c'est surtout l'un des logiciels qui est vraiment utilisé par les démographes et les économistes. Et aussi, il y a quelques médecins qui l'utilisent. SPSS, c'est énormément utilisé plutôt par les sociologues. Donc, les démographes aussi l'utilisent dans la généralité. Donc, en fonction du niveau de complexité et aussi en fonction de ce que vous voulez faire, donc vous allez par exemple privilégier la maîtrise d'un logiciel au détriment des autres. Donc, dans la pratique, on ne va pas forcément, dans la réalité, on ne va pas forcément chercher à tout maîtriser, mais connaître des notions sur chaque logiciel, c'est très bien. Parce que chaque logiciel apporte des concepts spécifiques qui vous permettront, par exemple, d'avoir une vision large des choses. Mais dans la pratique, on va, par exemple, privilégier 2 logiciels qu'il faut maîtriser. Donc, des formations que CEFIC et DEM donnent, on a le temps de donner des cours de base, des cours aussi aux apprenants. Et à la fin, l'apprenant a tous les outils et peut faire un choix sur les logiciels qu'il voudrait, dans lesquels il voudrait être un expert là-dedans. Donc, voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Donc, je vous passe la main, M. Draogo. D'accord, merci bien. Donc, diapo donc. Ok. Alors, donc, nous tirons donc vers la fin. Généralement, donc, comme je le disais, donc quelques conseils pour conclure. Comme je le disais tantôt, il faut savoir donc que la statistique doit être vue comme une boîte à outils que donc chacun d'entre nous peut utiliser, n'est-ce pas, dans le cadre de ses besoins d'analyse des données. Ça peut être pour des besoins professionnels ou encore dans le cadre d'une formation académique ou même peut-être dans la production d'un article quelconque. Donc, il faut savoir tout simplement que les outils que nous utilisons ont également aussi leurs limites. Donc, en aucun cas, l'outil ne peut se substituer au chercheur lui-même ou encore à l'analyste lui-même. L'outil est tout simplement un élément, c'est un peu comme un véhicule dans lequel vous rentrez. C'est vous qui allez donc donner la direction, c'est vous qui allez donc passer les vitesses, si bien sûr c'est un véhicule boîte manuel. Et c'est-à-dire tout ce qu'il y a donc comme élément à l'intérieur est mis à votre disposition
et c'est vous également donc qui allez savoir comment utiliser donc ces différents outils-là. Donc, en aucun cas, donc, vous ne pouvez tout simplement vous contenter de mettre donc les données dans le logiciel et donc espérer attendre un résultat que vous n'avez pas demandé. C'est comme le disait donc l'un de nos formateurs, donc qui dit garbage in, garbage out. C'est-à-dire si vous mettez du n'importe quoi dans le logiciel, naturellement, il va vous fournir du n'importe quoi. Parlant de n'importe quoi ici, c'est pour évoquer donc là les données collectées. Souvent, on parle donc de données de mauvaise qualité. Si depuis l'opération de collecte de données, vous avez donc raté la base qui est de déterminer donc de façon convenable un échantillon qui va refléter la population et également aussi de recruter des agents enquêteurs non compétents qui vont saboter effectivement donc votre travail, vous allez donc voir que quelle qu'en soit votre maîtrise, étant donné que la base a été ratée, vous allez donc produire des indicateurs, mais pas des indicateurs qui reflètent la réalité. Voilà. Vous allez donc avoir peut-être une population majoritairement constituée de femmes et ça vous sort des indicateurs tels que votre population est constituée de 80% d'hommes. Alors que si vous regardez, c'est seulement des têtes de femmes que vous voyez au sein de votre population. Alors, pour dire tout simplement que l'information que vous mettez dans le logiciel ne peut être corrigée que si elle contient peut-être des erreurs corrigibles. Parce que si vous avez donc biaisé convenablement donc la collecte des données, alors naturellement, vous allez donc avoir des indicateurs biaisés ou encore des indicateurs qui ne répondent pas à la réalité. Ça, c'est un élément. L'autre élément également aussi, oui, allez-y, monsieur. Un petit truc, je voulais donner un exemple assez connu d'Amazon. Amazon qui a mis en place un modèle statistique qui était d'analyser automatiquement le CV des employés, disons des candidats, et de déterminer le bon candidat. Donc, ils ont construit leur modèle statistique avec données qui ne contenaient que des hommes. Donc, la part des femmes était assez peu. Donc, au final, ils se sont retrouvés avec un modèle qui, dès qu'on lui donne des données d'entrée d'une femme, automatiquement, le modèle déclasse la femme. Donc, il privilégie les hommes. Donc, ce qui veut dire que les données que vous allez utiliser pour les analyses, c'est très, très important d'avoir des données de bonne qualité. Et comme M. Edraogo l'a dit, la statistique, c'est l'outil et c'est vous qui devrez l'utiliser à bon escient. De même que le logiciel, c'est vous qui êtes le maître et le logiciel, c'est tout simplement l'exécutant. Vous lui donnez l'instruction et le logiciel exécute. Merci bien, M. Sané, pour cet apport. Alors, donc, effectivement, pour corroborer ce que vous avez dit tout de suite, il y a donc ce principe statistique qui stipule tout simplement que analyser une enquête statistique, qu'elle soit qualitative ou quantitative, suppose donc de faire preuve d'imagination scientifique. C'est surtout ça. De conduire une réflexion autour d'une problématique, c'est-à-dire un point de départ, d'élaborer donc de façon progressive une interprétation des faits et donc d'aboutir à une conclusion plausible et effectivement convaincante. Donc, il faut savoir donc que le chercheur ou encore le sociologue ou les statisticiens, en tout cas tout individu qui travaille donc de façon sociale avec les données, doit être présent, n'est-ce pas? Et également aussi de façon active au niveau de toutes les étapes, que ce soit la collecte des données, le traitement des données, mais également aussi l'analyse et l'interprétation des données d'enquête. Diapo. Voilà, comme je le disais, donc c'était le point relatif donc à la conclusion et nous terminons donc avec la présentation de programmes qui ont été donc mis en place et qui sont en vue, notamment donc le premier qui est consacré ou encore qui est orienté sur la gestion des projets axés donc sur les résultats, suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage, collecte, traitement, visualisation des données, d'analyse, la gestion financière et logistique donc d'un projet. Donc c'est un programme global donc qui est prévu du 7 novembre 2024 au 14 mars 2025. Donc, la durée est plus ou moins longue, c'est de façon ambitieuse. Je pense que chaque point spécifique donc aura une durée donc bien déterminée. Et généralement, ces formations donc se tiennent dans la soirée et également en ligne et en présentiel. Donc, de 17h30 à 20h30. Voilà. Donc, GMT, hein. Donc, ça permettra donc à ceux qui sont intéressés effectivement donc de participer de façon convenable. Que ce soit pour ceux qui sont donc sur place au Burkina en présentiel, mais également aussi ceux qui sont en ligne. C'est mis donc dans l'après-midi, en 3 heures de temps, afin donc de permettre effectivement à chacun de suivre convenablement après la descente du service, généralement. Voilà, et de permettre également aussi, avec les différents enregistrements qui sont là, de visualiser bien sûr le support à tout moment.
Diapo, il y a un autre encore. Donc, le deuxième programme donc, qui est présenté, c'est la formation certifiante sur donc, la collecte, le traitement, la visualisation et l'analyse donc, des données d'enquête. Donc ici, c'est essentiellement donc, orienté sur les outils de collecte, de traitement, d'analyse des données. Donc avec les différents logiciels que nous avons évoqués, voilà, et en ajout également aussi, il y a Microsoft Excel qui sera abordé, mais également aussi QGIS que nous n'avons pas évoqué, qui est un logiciel de, comment on appelle, cartographie. Voilà, qui permet donc de représenter donc de façon cartographique les données collectées, mais également aussi Power BI, donc Business Intelligence, qui permet donc de, c'est-à-dire rendre de façon plus pratique, n'est-ce pas, la présentation donc des données avec donc des graphiques beaucoup plus attirantes. Ça, c'est prévu donc, se tenir donc dans la période du 4 novembre 2024 au 21 janvier 2025. Là également, c'est en ligne et en présentiel, mais la particularité ici est que c'est une formation qui se tient aussi bien dans la soirée que dans la journée. Alors, la journée ici, ça concerne donc le week-end, samedi et dimanche, de 10h à 16h. Donc, 6 heures de cours samedi, 6 heures de cours dimanche. Alors, conviendrez avec moi que du lundi au jeudi, si nous avons donc 18h à 21h, c'est-à-dire 3 heures de cours, c'est comme si dans la semaine, c'est 12 heures. Alors, ces mêmes 12 heures sont également aussi abordées effectivement le samedi et le dimanche, afin donc que ceux qui suivent en soirée et ceux qui suivent en week-end puissent être donc au même niveau. Et c'est fait de telle sorte qu'il y ait une certaine flexibilité pour que si vous avez peut-être raté une séance de la soirée, que vous puissiez également aussi la rattraper avec le groupe du week-end et vice-versa. Diapo, c'est Sani. Voilà, alors, terminé donc ce module, c'est l'expertise data analyst, alors qui est l'un des modules donc les plus ambitieux donc que le cabinet donc a mis en place. Et je pense qu'actuellement il y a donc des sessions même qui sont en cours. Voilà, pas plus qu'hier, j'étais donc avec un groupe, donc le groupe donc de monsieur Biavogui Mathieu, je pense bien. Alors, c'est un programme qui contient donc pas mal de logiciels, aussi bien donc pour la collecte des données que pour l'analyse des données. C'est beaucoup plus ambitieux que le précédent. Parce que là, nous partons donc de la généralité relative donc à la statistique, à l'opérationnalisation de la collecte des données via la plateforme Kobo Toolbox, le logiciel SPSS, Stata, R et R Studio, Python, NVivo, QGIS, également aussi Power BI. Donc ici, c'est un module donc, lorsque vous l'aurez terminé convenablement, vous disposerez alors de tous les éléments nécessaires qui permettront donc de faire de vous un data analyst. D'autant plus que vous disposerez de tous les rudiments nécessaires, bien sûr, pour vous confronter au monde de l'analyse des données. Diapo, M. Sani. Voilà, donc, comme je le disais, nous sommes pratiquement donc à la fin de la séance. Merci à vous donc pour votre aimable attention. Diapo. Nous passerons donc à l'étape relative aux différentes questions. Alors, sur cet aspect, je souhaiterais donc laisser M. Sani gérer la suite. J'avoue vraiment que j'aurais aimé être là davantage pour continuer dans les discussions parce que je pense que ce sera la partie la plus essentielle. Après donc cette présentation, je suis certain donc que ça a suscité donc pas mal de questions. Mais j'avoue que j'ai une urgence, très très urgente d'ailleurs, et je suis obligé donc de laisser M. Sani Abdul-Razak poursuivre donc avec vous pour ce qui est donc des questions relatives donc à ce qui a été présenté. C'est bon, M. Sani? Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, donc, à votre niveau, il nous reste à peu près une trentaine de minutes. Hein, donc, d'accord. Monsieur Sani, on va. Oui. N'oubliez pas de lancer l'enregistrement à votre niveau parce qu'il sera obligé de l'arrêter ici. Voilà. Okay, d'accord. Voilà, pour qu'on puisse donc réunir les deux fichiers et les partager donc aux participants ultérieurement.